See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and this is so endless, the place to make your money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir des sujets qui vous passionnent dans une ambiance détendue. Alors aujourd'hui, c'est la saison 11, la première saison, la première émission de la saison 11 et nous sommes ravis d'accueillir notre invité aujourd'hui. On va parler sport. Eh bien, une fois n'est pas coutume, au Legal Club Sandwich, ça me plaît beaucoup, évidemment, puisque le corps et l'esprit sont liés. Et comme vous le savez, c'est la posture qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de t'accueillir, Thomas, et nous t'ouvrons grand les bras pour être avec nous sur le plateau. Bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Audrey, bonjour Lindia. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, nous allons très bien. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, nous avons aussi deux grands sportifs sur le plateau, que sont notre ami Pierre Landy, notre mentor en leadership, et Audrey Deléris, une grande sportive aussi, notre chasseuse de tête, qui nous accompagne dans cette interview et qui feront leur chronique. D'ailleurs, dans l'émission, vous verrez, ça ne sera pas en fin d'émission comme d'habitude. On a un petit peu changé les règles cette fois-ci. Alors, restez bien à l'écoute. Audrey, comment vas-tu, Audrey? J'ai deux questions pour toi. Quelle sportive es-tu et comment tu vas? Écoute, déjà, je vais très bien. Ravie de vous retrouver, ravie d'accueillir Thomas pour cette nouvelle saison. Écoute, je fais du sport pour de vrai, pour le coup, donc c'est pas juste parce qu'on fait l'émission là-dessus. Mais oui, je fais du sport, du vélo, du yoga, du footing, voilà, la course. Et je crois que tu avais une deuxième question pour moi. J'allais déjà embrayer dessus parce que je crois que je sais ce que tu vas me dire. Et oui, le sujet de ta chronique, Audrey, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour ma chronique, je vais parler non pas des candidats, mais des recruteurs, et surtout quand est-ce qu'un recruteur fait les bons choix pour savoir décocher des cases. Et j'ai hâte de vous en parler. Ok, mais on a hâte de t'entendre. Et notre deuxième sportif, notre ami Pierre Landy. Quel sportif es-tu, Pierre? Mais je suis un grand sportif, Lindia, absolument. Je sais. Tous les jours, 1 heure. Et je connais Thomas parce que c'est un de mes coachs sportifs quand je suis à Biarritz. Voilà, donc c'est lui qui m'entraîne. Et voilà, je souffre énormément à ses côtés, mais je m'accroche car je ne lâche rien. Car le sport, c'est essentiel, Lindia. Et toi, On Lindia, va quel type de sportive es-tu? Alors moi aussi, je suis une sportive. Moi, je fais du yoga, du pilates, je fais du cardio et en ce moment beaucoup. Donc voilà, j'adore ça. Donc Parfait. nous sommes tous des sportifs sur ce plateau. Là, les auditeurs vont se dire, et moi, il serait temps que je m'y mette. Absolument. Et Pierre, quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui? Alors, tu as un petit problème de son, Lindia, qui vient d'apparaître, mais qui va certainement être réglé. En tout cas, de mon côté, je vais vous donner le guide complet pour clarifier votre autonomie avec votre boss direct. Comment s'y prendre? Parfait, parfait. Deux sujets très intéressants. Et tout de suite, évidemment, nous allons partir sur le titre de l'émission qui est Comment le sport et le leadership sont étroitement liés avec notre ami Thomas qui va se présenter à nos auditeurs. Alors, tout d'abord, bonjour. Moi, je m'appelle du coup Thomas Chambre. Je suis originaire du Pays Basque. C'est là où j'ai rencontré Pierre, exactement dans la ville d'Anglet, où j'ai une salle de CrossFit pour les plus initiés d'entre vous. Marié, père de 2 enfants, extrêmement heureux au final. Et je pense que tout est lié entre le sport et la tête. Ça va être un des sujets de notre discussion, je crois. Et justement, Thomas, quel sujet, quel message tu voulais faire passer à nos invités aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, je dirais que le bien-être corporel va avec le bien-être mental. Si vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête et il y a tout qui en déroule. C'est un peu un effet boule de neige qui est extrêmement intéressant. Et ça fait maintenant 10 ans que j'ai ma salle de CrossFit. Ça fait 10 ans que j'observe une évolution pardon, extraordinaire
chez les gens qui arrivent un peu timides au début, qui s'expriment et qui deviennent plus confiants dans leur tête, plus confiants dans leur corps. Et une image bête, en général, ils arrivent plus facilement à se mettre torse nu à la plage plutôt qu'à la fin de leur séance qu'au début, quoi. Juste avant qu'on commence, tu peux expliquer ce que c'est que le CrossFit en une seconde? Alors, en une seconde, ça va être Ouais, compliqué, tu me mais je vais comprends. dire un peu la définition du CrossFit. Le CrossFit, c'est des mouvements constamment variés, effectués à haute intensité. Et je dirais une autre phrase du CrossFit, c'est que c'est euh, observable, mesurable, adaptable. Ça, c'est pour la data. Je sais que tu es assez calé au niveau data. Et sinon, dans l'aspect humain, c'est quelque chose qui est adaptable en fonction des capacités physiques et mentales de chacun. Du coup, quand on va présenter une séance de sport en petits groupes, l'effet de groupe, d'ailleurs, on reviendra dessus, qui est hyper important sur le sport. Quand on présente une séance de sport en groupe, eh bien, vous allez manger, on va faire un parallèle avec la restauration, vous allez manger le plat du jour. Et le plat du jour, nous, en tant que coach, on va l'adapter en fonction des capacités physiques et mentales de chacun. Donc, Pierre, par exemple, tu auras un peu plus de brocoli, ça va être les squats. Lindia, tu auras un peu plus de poisson. Et Audrey, comme elle aime bien quand c'est bien assaisonné, on en rajoutera un peu de sel et de poivre. Voilà pour faire une métaphore, quoi. D- D'accord, donc c'est pas le même cours pour tout le monde, c'est adapté Alors, selon les. c'est la même base pour tout le monde, mais on l'adapte en fonction de chacun. Et vous allez partager les mêmes sensations au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, au bout d'une demi-heure dans mon cours, je sens que tout le monde doit avoir mal aux cuisses. Façon de parler, mal aux cuisses, attention, c'est un bien grand mot. Eh bien, Pierre, tu auras peut-être fait 200 répétitions pour avoir mal aux cuisses, alors que Audrey, la sportive du groupe, en aura fait 300. Et Lindia, qui, pour l'exemple, vient de débuter, aura fait que 10 squats, mais aura eu la même sensation. À la fin, vous faites un high five et voilà, c'était dur à une demi-heure. Oui, oui, c'était dur. Vous partagez les mêmes choses. Et là, il y a tous les liens sociaux, tout ça qui arrive en cours. Thomas, j'avais une question parce que là, tu as commencé à parler de sport et bien-être, et puis là, tu as donné déjà des exemples, ce qui est hyper intéressant. Et j'aimerais bien savoir ce que tu penses du lien entre le sport et le leadership, du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, selon toi? Alors, selon moi, c'est assez lié. On va dire les capacités physiques et le leadership. Euh, les premières, ce que j'ai observé chez moi, du coup, les premières notions de leadership, on va remonter à la cour de récréation. En étant un garçon, celui qui avait le plus de capacité de leadership autour de lui, c'était le meilleur au foot. Tout le monde voulait être son copain, tout le monde voulait le suivre parce que c'était lui le meilleur. Après, chez les filles, c'était souvent la meilleure à la danse ou la meilleure à la musique. Tout le monde voulait être sa copine. Et donc, je pense qu'on est avec certaines capacités physiques, donc de leadership. Après, en fonction, il faut les entretenir. Elles ne viennent pas que par le sport. Parce que vous avez beau être le plus fort de la salle de sport, si humainement vous êtes horrible, il n'y a personne qui voudra être votre copain. Par contre, si vous êtes bon en sport, qu'humainement vous avez beaucoup d'empathie, vous vous intéressez aux autres, vous vous ouvrez aux autres, on va se dire: oh là là, Pierre, il est super sympa, en plus il est fort. Oh, j'ai vraiment envie d'être son copain et il est inspirant, hein, tout ça. Et je pense que l'inspiration, elle vient en se travaillant, mais aussi en se travaillant notre esprit, mais aussi en travaillant notre corps pour être un bon exemple, quoi. Et c'est intéressant parce que tu as commencé à parler donc de leader et de ce qui semblerait être des bonnes qualités de leader ou des moins bonnes qualités de leader. C'est quoi pour toi? Comment tu définirais justement un bon leader de ce que tu vois? Alors, déjà, pour moi, un bon leader, il va aussi respecter certaines, comment on dirait, euh, certaines priorités, certaines envies des autres. Ça vous parle un peu, je crois que ça s'appelle la pyramide de Malchaud. C'est respecter que tout le monde ait à manger, à boire, puisse faire ses besoins et un cadre affectif, un toit pour être en sécurité. À partir du moment où le leader, il assure son équipe, qu'elle soit vraiment en sécurité, qu'elle n'ait pas ses soucis à se faire, mais le leader, déjà, il va avoir une image de: «Ah, Pierre, il est sympa, il m'a assuré tout ça, donc maintenant je peux l'écouter, ce qu'il a à me dire, je sais que ça va être pour mon bien». Donc déjà, le leader, il doit être empathique et il doit aimer les autres. Une fois qu'il aime les autres et qu'il est inspirant par ce qu'il a fait, je suis plutôt du type leader locomotive. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fasse certaines choses pour l'écouter. Celui qui est juste assis derrière son bureau et qui dit: fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je vais avoir du mal personnellement à le suivre et à le considérer comme un vrai leader. En revanche, celui qui fait
correctement les choses, qui est empathique avec les autres, et celui qui après transmet correctement les choses, celui qui arrive à faire les choses. Je pense que c'est des qualités de leader qui sont assez, assez importantes. Ouais, et puis comme tu le dis, en fait, le leader, il doit montrer la voie, il doit montrer la montagne qu'on va gravir, où est-ce qu'on va aller, enfin, etc. Mais après, il doit embarquer tout le monde et après, les gens vont faire derrière. Le comment, c'est un truc que je dis souvent, c'est les équipes qui doivent le faire. Mais tu dois avoir un projet mené par le leader qui te propose quelque chose d'exceptionnel que tu as envie de suivre, vers lequel tu as envie d'aller. Je suis totalement d'accord avec ce que tu décris. Alors, si en plus il est bien dans sa tête et dans son corps, alors là, parce qu'il fait du sport. Oui, forcément. En général, quand on est bien dans sa tête et dans son corps, on est, enfin, ce que j'aime bien appeler rayonnant ou solaire. Il y a des gens, tu les vois, ils sourient déjà. Tu sais pas pourquoi ils sourient tout le temps. Ils ont la bonne humeur avec eux, ils ont la petite blague, le petit mot qui. Et on est quand même normalement plus, je vous souhaite, plus attiré par ce type de personne que celui qui est au fond de son canapé en train de manger des chips et qui déprime, quoi. Bah, t'as qu'à nous voir tous les trois, ouais, juste avant l'émission, on se chamaillait, on s'envoyait des vannes, donc je pense qu'on est assez d'accord tous les trois On sur ce travaille dans point-là. la bonne humeur hein, sur ce plateau. Mm. Absolument. D'ailleurs, à ce sujet, on encourage toujours, si vous ne nous connaissez pas, de regarder les anciens épisodes, et notamment l'épisode avec Laurent Tari, qui est notre plus belle crise de fou rire en 80 et quelques épisodes. Je crois que c'est l'épisode, je ne sais même plus quel 88. épisode on est là, 88. Ah, bravo Bien, Thomas, bravo, Thomas, déjà, bravo. C'est bien de le bravo. voir. C'est effectivement l'épisode 88. Tu Et l'as vu Thomas donc. non, non, là, aujourd'hui, c'est l'épisode 88. L'épisode avec Laurent Tari, c'est, je sais pas, c'était à nos débuts, mais on voit qu'on travaille dans la bonne humeur. En tout cas, vous pourrez le regarder à l'occasion. On vous mettra le lien dans le descriptif du podcast. Alors, il y a plusieurs coachs hein, sur ce plateau aujourd'hui. Et Thomas, quelles qualités communes faut-il pour faire progresser quelqu'un, que ce soit sur un plateau de CrossFit ou face à un public lorsqu'on doit s'exprimer? Oui, parce que juste pour une précision, Lindia, elle est coach de prise de parole en public. Donc, tu vois, elle est aussi coach, mais une coach différente. Donc, voilà, je trouve que la question est particulièrement intéressante. Ouais, alors, Je te remercie Pierre. je pense que du coup, nous avons des qualités communes. J'espère avoir autant de qualités que vous. C'est que déjà, on s'intéresse aux gens. Pour s'intéresser aux gens, ça part dès la première seconde sur le simple, nous, en tant que coach, bonjour, comment ça va? Et le comment ça va, il est pas à l'américaine, dit dans un va quand on rentre dans une boutique, eh oh, ça va bien? Ouais, ouais, mais en fait, j'ai besoin vraiment de savoir comment ça va parce que ça m'intéresse pour t'accompagner au mieux possible. Il y a des jours, il y a des gens, ils vont bien, ils ont passé une bonne journée. Il y a d'autres jours, ils ont passé une mauvaise journée. Et nous, d'arriver dans leur journée, dans cet instant, d'être agréable, souriant et de leur dire, OK, limite, il s'est passé un mauvais moment jusqu'à maintenant. Par contre, je suis l'élément déclencheur positif pour t'amener à progresser, pour t'amener à passer une bonne journée. Je pense que déjà être empathique, à l'écoute et bienveillant, c'est une des qualités qui est indéniable. Ensuite, on rentre dans les qualités intellectuelles. J'ai beau être empathique, hyper affectueux et tout ça, si je sais pas, si je ne te coach pas correctement, Lindia, sur la qualité de ton squat, parce que je suis coach sportif, ou la qualité de ta course à pied, tu vas me dire au bout d'un moment, tu es gentil, mais ça suffit pas. Donc, en un, je dirais quand même, c'est de nature humaine la bienveillance. En deux, les compétences intellectuelles. Et après, ben, comme un ordinateur aussi, les mises à jour. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question sans cesse pour progresser toujours dans le mieux, en restant confiance en soi, hein. Lindia, tu dirais que ça s'applique aux formations que tu donnes, toi? C'est un peu la même chose. Ah bah, bien sûr, c'est l'écoute avant toute chose. En coaching, on parle d'alliance, en fait, de créer une alliance avec son coaché. Et ça, l'alliance, c'est quelque chose euh, voilà, qui doit être fait dès le début et créer une alliance, une bulle de confiance entre toi et ton coaché. Et c'est la première chose, et c'est vraiment ce qui compte avant de faire un travail ensemble d'accompagnement sur le long terme, parce que le coaching, c'est toujours sur du long terme, c'est pas one shot. Et, euh, et une oreille attentive, bienveillante, de faire attention aussi à pas
prendre les problématiques des autres pour soi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses communes hein, que tu retrouves aussi, Thomas, j'imagine. Oui. Moi, j'appelle ça, je dis à mes coachs, quand on a un nouveau, on a 5 minutes pour créer ce que j'appelle le fil d'argent. C'est le fil d'argent de connexion avec les gens. Et donc, dans 5 minutes, déjà, je dois répéter plusieurs fois son prénom pour vraiment l'analyser et me rappeler de son prénom. Et aussi, je dois aller trouver l'élément qu'on va avoir en commun. Donc, si on faisait une présentation, bonjour Lindia, tu viens pour quelle raison? Ok, c'est très bien, c'est quoi ton objectif? Tu fais quoi dans la vie? Ah, et t'habites où? Ah, mais dis donc, moi aussi, j'ai vécu à Paris dans le 10e. Tu te souviens, cette petite boulangerie à tel endroit? Clac, clac, clac. Et en fait, en discutant, en écoutant les réponses de notre nouveau collaborateur, comme on dit là, chez vous, eh bien forcément, on va trouver un point commun, on va trouver quelque chose qui va nous lier. Et ensuite, je me sers de ce fil d'argent pour lui montrer, écoute, on est assez proches déjà l'un de l'autre. Si tu me fais confiance, je vais t'amener encore plus loin. T'as pas l'impression, excusez-moi, je sais qu'on devrait bouger, avancer dans l'émission, mais je pense à Audrey maintenant, avec ce que vient de dire Thomas. Ça me fait penser aux entretiens. C'est moi, quand je coach des gens que j'accompagne et qui se passent des entretiens, je leur dis toujours, il faut arriver à créer presque ce fil d'argent avec le personne que, je sais pas si tu es d'accord, Audrey, qui te recrute ou tu vois. Si, si, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que c'est un conseil que je donne aussi souvent, c'est que euh, il faut passer un bon moment soi-même aussi. Et ça, je trouve que c'est important qu'on soit le recruteur ou le recruté. Et c'est aussi en créant du lien, justement. Alors, soit, en effet, en dévoilant des choses un peu personnelles, comme tu le disais, Thomas, mais en entretien de recrutement, c'est peut-être parfois un petit peu plus difficile. Mais ça peut être sur un intérêt commun, ça peut être sur une façon de un intérêt sur un sujet professionnel pour le coup, ou juste même sur la forme de l'entretien aussi, on arrive à créer du lien parce qu'on a passé un bon moment ensemble, parce qu'on a souri, parce qu'on a un peu rigolé, tout en restant professionnel. Et je pense qu'en effet, l'humain, de toute façon, on en parle à chaque émission pour le coup, mais ça permet de changer les choses. On travaille mieux, je pense, dans n'importe quel domaine, dans le sport, dans le recrutement, dans le leadership, la prise de parole, si on arrive à créer du lien avec les gens, sinon c'est quand même extrêmement ennuyeux, je pense. Ouais, moi, je dis toujours qu'un entretien réussi, c'est quand tu passes des questions-réponses à une conversation. Mm, Tu vois, exactement. quand tu arrives à sortir du Audrey pose une question, je réponds, Audrey pose une Mm. question, machin, bon, je pense que ton entretien n'est pas réussi. Et si au contraire, ça devient un ping-pong, une conversation, où l'un renchérit sur l'autre et Mm. tout, ça veut pas dire que tu as forcément le job, mais je trouve que C'est l'entretien, il est réussi là. c'est Exactement. exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs, Pierre, et je te le rappelle que comme je lis de l'émission aujourd'hui, eh bien, je te renvoie la balle, Pierre, étant donné que une fois n'est pas coutume, nous avons un petit peu changé la logistique de l'émission et ta chronique va arriver dans quelques instants, Pierre Landy. Donc, j'aimerais bien que tu nous lances le jingle et on se retrouve évidemment juste après. We do. J'adore mon jingle, ça m'avait manqué. Ça fait un moment qu'on l'avait pas entendu. Alors moi aujourd'hui, je voulais vous parler de vous donner une espèce de guide complet pour clarifier votre autonomie avec votre boss direct. Parce que souvent, on est un petit peu frustré parce on sait pas comment clarifier ses marges d'autonomie avec son boss direct. Vous prenez une initiative et bim! Votre manager vous rappelle que, excuse-moi, ce genre de décision, c'est moi qui les prends. Ou alors le scénario inverse, tout d'un coup, vous vous dites, oh là là, je ne vais surtout pas y toucher. Et là, on vous reproche de ne pas avoir agi alors que vous attendiez un feu vert. Et en fait, on est dans des espèces de quiproquos insupportables qui tuent l'efficacité. Donc voilà une méthode très simple, en 5 étapes, pour vous proposer un cadre clair et mettre fin au flou artistique, parce que comme on le sait, quand il y a un flou, il y a un loup. Alors la première chose, eh bien, c'est la préparation. Et là, il faut définir 3 zones de décision. La zone numéro 1, c'est l'autonomie. Alors ça, est-ce que c'est donc l'autonomie que vous avez? C'est-à-dire les décisions que vous pouvez prendre seul, sans consulter. Je ne sais pas, moi, choisir le nouveau logiciel de gestion des contrats, décider du format que vous allez prendre pour faire une formation en interne. Bref, toutes ces petites choses où clairement, vous pouvez vous débrouiller comme un grand et vous avez totale autonomie.
La deuxième grande catégorie, ça va être consultation. Là, attention, on passe aux choses sérieuses. Ce sont les sujets où c'est très clair que c'est le boss qui doit valider. Je ne sais pas, moi, ça peut être démarrer un contentieux, modifier la politique de télétravail pour toute l'entreprise, accorder une augmentation de salaire à votre collaborateur. Là, il y a des impacts majeurs. Et donc, du coup, votre boss veut valider la décision. Et puis, il y a la troisième zone, c'est la zone d'ambiguïté. Alors ça, c'est la zone de danger, le fameux flou artistique. Ça peut être répondre à une demande de la presse, un interview, sur un dossier sensible, prendre position sur un sujet éthique. Ça, c'est des zones grises qui sont potentiellement des bombes à retardement et il faut les identifier. Je me souviens, moi, pour ma part, d'avoir fait une fois un brief. J'avais passé des heures sur un sujet de choix d'une legal tech pour qu'on me dise que, donc, clairement, ça serait géré par le service IT. Et donc, en gros, j'avais passé du temps à rien. Donc, du coup, une fois qu'on a qualifié les trois grandes zones, là, conseil numéro 2, c'est le dialogue. Eh bien, on organise une discussion claire, nette, précise avec son boss. C'est pas forcément de partir bille en tête, exiger plus de liberté, mais vraiment d'ouvrir une espèce de dialogue constructif avec votre patron pour organiser les décisions. Vous proposez ce meeting et puis vous expliquez, l'idée c'est de vraiment d'avoir plus d'efficacité, de collaboration, en clarifiant nos rôles par rapport à ces trois grandes catégories. Donc, c'est pas de la revendication, donnez-moi plus de liberté, je veux faire plus de choses, mais vraiment plutôt, si on pouvait se caler pour prendre des décisions ensemble, on serait plus efficace, ça va éviter les malentendus. Et donc, c'est vraiment une approche proactive qui va faciliter l'échange. Donc, une fois que vous avez approché, eh bien, c'est une espèce d'entonnoir, on va demander, c'est l'étape numéro 3, des exemples concrets. Donc, on va aller au-delà de définir les simples généralités et on va essayer de s'appuyer sur des cas précis que vous avez vécu pour vraiment clarifier. Par exemple, peux-tu me donner un exemple précis de quelque chose que tu tiens à valider? Si je prends une décision dans une zone grise, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas considérer que c'est une erreur insupportable ou simplement qu'on va reclarifier ça par la suite? Et donc, n'hésitez pas à mettre votre boss en situation. Imaginons le cas où XY, comment est-ce qu'on va réagir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez plus loin, même avec votre équipe, vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle le delegation poker. Et ça, comment jouer? Eh bien, je vous en parlerai dans une prochaine chronique très prochainement. La quatrième étape, on va formaliser tout ça. Donc, vous allez le mettre noir sur blanc. Moi, vous savez, j'en ai parlé plein de fois. Ça s'appelle le clear contract, une sorte de contrat de décision. Voilà, vous envoyez un petit mail suite à notre échange. Voilà les choses sur lesquelles j'ai de l'autonomie. Voilà les choses sur lesquelles tu as besoin d'être consulté. Voilà les choses sur lesquelles c'est le flou. On en décidera au cas par cas. Ça va éviter que les choses et les instructions changent au gré de l'humeur de votre boss. Ça va d'être un accord commun. Et puis, ça va protéger votre autonomie et ça va surtout limiter le micromanagement. C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais enfin bon, on est des juristes, un petit document écrit, c'est une petite garantie de stabilité. Et enfin, mon dernier conseil, c'est l'ajustement. Il faut prévoir des mises à jour régulières. C'est pas parce que votre clear contract, on l'a fait une fois le 1er janvier que peut-être le 1er juin ou voire même un an plus tard, c'est toujours exactement le même. Il ne faut pas hésiter, si une nouvelle zone grise émerge, eh bien d'en reparler, de challenger les règles et puis de réajuster. Donc voilà, plus de clarté, c'est tout simplement plus d'autonomie et surtout moins de friction. Donc en clarifiant ces marges de manœuvre, eh bien, vous allez travailler mieux avec votre boss, vous allez gagner en efficacité et croyez-moi, de faire ça, eh bien, ça va vous ouvrir les portes vers une plus grande autonomie. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant et je crois que tout le monde a besoin d'entendre ce que tu viens de nous dire. C'est très important. Merci, merci pour cette chronique. Et tout de suite, on va revenir au sport avec le collectif. Et je crois, Audrey, tu avais une question pour Thomas. Oui, en collectif, là, c'est vrai qu'on aime bien dans cette émission parler de management, de leadership et on est là aussi pour ça via le prisme du sport. Moi, j'avais une question à te poser, Thomas, par rapport au feedback, parce qu'on en parle souvent, en tout cas dans le monde de l'entreprise, quand on a un bon leader, quand on a un bon manager. Est-ce que dans le sport, ça s'applique aussi? Alors, ça s'applique énormément. Et tu vois, j'ai fait un parallèle là. Je me suis évadé pendant la chronique de Pierre. J'ai fait plein de parallèles. Je me suis imaginé plein de situations qui se sont passées autant dans le sport que aussi dans ma vie pro. J'étais rêveur personnel. Mais pour le feedback dans le sport, il est permanent. Et
on applique beaucoup le management minute. Je ne sais pas si c'est un petit livre assez facile à lire, One Minute Management, je crois qu'il s'appelle en anglais. On mettra, on va le chercher, on va le mettre, ou tu nous l'enverras, on le mettra Ouais. dans le Très bien. texte. Et en gros, c'est que nous, on n'a qu'une heure à gérer une personne et on a surtout peut-être une seconde avant qu'il se passe quelque chose de grave. Là, je parle du grave. Mettons, Pierre, il a mis trop lourd sur sa barre, il fait un mouvement qui est dangereux pour lui. Si je ne lui dis pas instantanément, il peut se faire mal et du coup, les conséquences sont graves. En revanche, si je lui dis instantanément, Pierre, attention, serre tes omoplates, redresse ton dos, maintenant tu peux y aller. Il a eu une consigne qui était claire, qu'il a compris. Moi, j'ai vérifié qu'il a compris. Et surtout, il ne s'est pas passé quelque chose de grave. Maintenant, Pierre, il est dans son coin, il fait quelque chose de bien. Mais si je ne lui ai pas dit, il ne sait pas qu'il fait quelque chose de bien. Donc, il faut aussi que je lui dise quand c'est bien. Et sur la partie, la parallèle avec l'entreprise, c'est que dans une salle de CrossFit, dans un cours de sport, on démarre systématiquement par un briefing au tableau où on va expliquer ce qu'on appelle le WOD du jour avec le stimulus qu'il a et surtout l'objectif qu'il a. Mettons aujourd'hui, le WOD, on doit faire 3 mouvements un peu bateau et surtout, vous devez le terminer, je dis une bêtise, entre 7 et 10 minutes. Donc moi, mon rôle maintenant, comme je l'ai dit en début de chronique, c'est de l'assaisonner en fonction de chacun euh, des capacités physiques et mentales. Et c'est aussi de fixer un objectif qui est challengeant, mais atteignable à chacun. Donc là, ça passe par ce qu'on a vu en amont aussi, la connaissance de chacun, la connaissance aussi intellectuelle du WOD, la connaissance de Pierre, de Audrey et de Lindia. Le WOD démarre et on doit aussi vérifier qu'ils sont dans les clous, qu'ils respectent cet objectif que je leur ai fixé. S'ils en dévient, de les recadrer directement pour éviter que la trajectoire ne dévie encore plus. Et s'ils sont bien dedans, de continuer à les encourager, voire même de les surmotiver. Donc, ça passe vraiment par un management minute. Je reprends un autre exemple. J'ai donné tout mon cours et par incompétence professionnelle, j'ai oublié Pierre durant toute l'heure. Pierre, à la fin, il va venir me voir et il va me dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, tout ça. Donc, oui, ce qu'il a fait, c'était bien, mais je ne lui ai pas dit. Donc, ce que j'ai fait moi, c'était pas bien. Donc, la remise en question, elle est assez permanente dans le feedback du coach. Il doit donner du feedback pour que les athlètes s'en rendent compte. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire sur le feedback minute. Tu peux dire ce que c'est qu'un WOD? Parce que tu as utilisé le mot plusieurs fois. Ouais. Alors, WOD, c'est un anagramme, si je ne me trompe pas, de workout of the day. C'est le Ah! travail du jour. Ah, ok. Et le travail du jour, donc, il se détermine un peu à l'avance. Ça, c'est un système de programmation pour. On a des mises au cycle, des macrocycles et des gigacycles. Bon, c'est pour vous amener sur un objectif à long terme, dans un objectif bien précis. Par exemple, Pierre, un objectif, c'est courir 5 km. Eh bien, on ne va pas, en 2 séances, à réussir à courir 5 km correctement. On va passer par des étapes. On va faire 2 gros cycles de 6 mois. Et au sein de ces gros cycles de 6 mois, on va faire des cycles de 3 mois. Et au sein de ces cycles de 3 mois, on va faire des cycles de 15 jours. Et c'est un peu ça. Et donc, le WOD, il est programmé en fonction de ces cycles. Et Et là, Thomas, ah oui. pardon, Vas-y. je t'ai interrompu. J'avoue que je Euh, dévie, j'allais dire. c'est juste que justement, ça me fait rebondir. Ça paraît tellement évident ce que tu dis dans le sport, parce que c'est extrêmement concret. Si tu le dis pas maintenant qu'il y a une petite erreur et que la personne peut être même en danger, se faire mal. Ça s'applique aussi au management. Alors, il n'y a pas de danger aussi soudain sur le physique, mais c'est important. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui n'ont jamais de feedback de leur manager. Ils en ont un lors des évals annuels. Et en fait, pendant un an, il s'est rien passé. Enfin, on a l'impression qu'il s'est rien passé. Et puis, en fait, il y a des trucs qui leur sont dits comme ça, alors que ça s'est passé il y a 6 mois. Et justement, ton exemple est tellement concret, parce que c'est sur le corps qu'il y a des implications, Ouais. que ce serait bien que beaucoup de managers fassent ça aussi. En fait, dès qu'il y a un sujet, que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, parce que c'est aussi bien de dire quand c'est bien, je pense, un courage pour le coup. J'imagine que dans le sport, c'est pareil aussi. Je pense que ce serait bien, en fait, que ce qui paraît évident pour le sport, ce soit aussi appliqué au management, de faire un retour, un feedback minute. J'aime bien ce nom-là, Et en tout cas. dans les feedback minutes aussi, on a même je vais appeler là, le feedback seconde,
on est en train de faire la course. C'est souvent la course dans le CrossFit et dans le monde du sport. Et on doit toujours avoir, nous, des phrases qui sont positives. Dans le sens où on est en train de faire une série, je dis une bêtise, de traction. Et je vais te dire, allez Audrey, encore une, encore une, encore une. Et non pas, ne lâche pas, Audrey, vas-y, c'est bien, tu vois, jamais de négation. Parce que sinon, tu implantes la petite graine de négation dans la tête. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, Audrey, ne lâche pas. Et en fait, je suis en train de te dire que c'est dur et de ne pas lâcher. Et donc, dans ta tête, tu vas entendre c'est dur et lâcher. Alors que si je te dis, c'est bien, continue, continue. Tu en as encore une, tu en as encore une, mais tu vas encore en faire une, encore en faire une, encore en faire une. Mais c'est tellement vrai. J'adore les. Je vais te voler feedback minute parce que je trouve que c'est vraiment une expression que je trouve qui fonctionne très bien parce que tellement de gens, tu sais, ne disent rien et tu arrives à l'évaluation annuelle et là tu te prends mais un espèce de volet de bois vert. Tu comprends pas d'où ça sort. On n'a jamais entendu parler de la part de ton manager et tu te dis mais d'où ça sort? Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit quoi? Je trouve que feedback minute, voilà, c'est maintenant. Ça s'est passé maintenant, enfin ou hier ou aujourd'hui. C'est pas dans 8 mois après que tu dis, tu Ouais. vois, il y a 6 mois, tu as fait X ou Y, ça n'a aucun sens. La personne ne se souvient plus, elle est pas. Et tu vois, je vais reprendre une expression d'un cher ami que j'ai entendu. Quand tu fais le feedback minute, ça évite vachement de poissons sous la table. Tu vois, ça évite justement que ton, ta petite aigreur elle prenne de l'ampleur au fur et à mesure, alors que c'était juste une petite aigreur. Et de dire, OK, Pierre, attention, pousse tes genoux vers l'extérieur quand tu fais du squat. Ce sera mieux que le laisser rentrer ses genoux vers l'intérieur et plaque, au bout d'un moment, qui se fait mal, et etc. Et en parallèle avec l'entreprise, attention, Audrey, quand tu gères telle personne, garde le sourire parce que tu sais, tu es le miroir de la personne en face de toi. Si tu es souriant et avenant, tu vas entraîner beaucoup de monde plutôt que si tu es triste. J'ai eu une petite anecdote, du coup. J'ai le droit d'en faire une, Ah Lindia, On sinon dans la oui, adore, on chronique. adore les on anecdotes. adore ça. Vas-y. J'ai eu la chance d'être. Je vais pas appeler, je vais appeler le poste un peu de manager ce week-end sur un très gros événement sportif où on a géré à peu près 17 000 athlètes et on avait 2000 personnes à gérer en tant que staff. Et on était 4 à avoir ce poste, à se partager ce poste. Et pour la petite anecdote, j'ai eu un mec qui était au tout début de la semaine, mais vraiment en bas de la pyramide, tu vois, de la gestion sportive. Et ce mec, il était tellement souriant, tellement plein d'énergie. Je lui ai dit, Yannick, c'est pas possible. Je lui ai dit, tu restes pas à ce poste-là, tu viens avec moi, je t'amène, je vais t'amener sur des responsabilités beaucoup plus hautes parce que c'était je lui ai dit, pardonnez-moi l'expression, un putain de virus social, le mec. Le mec, il a entraîné tout le monde, il contaminait tout le monde autour de lui. C'est-à-dire que tout le monde, de suite, avec son niveau d'énergie beaucoup plus haut, son sourire beaucoup plus haut, sa qualité, sa rigueur, parce qu'il était hyper rigoureux dans ce qu'il faisait. Et je dis, Yannick, non, non, toi, je te veux à côté de moi, je t'ai amené à côté de moi. Et le mec, ça s'est super bien passé. Et il me dit, ouais, on m'avait jamais proposé de poste comme ça. Du coup, je me suis senti responsable. Du coup, j'ai encore mis plus d'énergie, j'ai encore mis plus de choses. Et ce fameux Yannick, à un moment donné, il a fait une boutade. Et il a fait une boutade. En plus, on avait beaucoup de caméras autour de nous. Et là, je lui prends de suite. Je dis, Yannick, ça, tu peux pas le faire. Par contre, reprends ton cadre que tu avais avant. Ça, c'était bien. Ça, tu peux pas. Et continue de cette façon-là. On a fait le sandwich. Je sais pas si ça vous parle, vous, le Club Légal Sandwich. Tu mets une couche de pain, c'est une qualité. Le burger, c'est un peu le burger de merde, pardon, vulgairement. Et de nouveau, une touche de pain. Et le mec, il était, OK, c'est bon, j'ai compris. Il est reparti de plus belle. Et ça a été mon meilleur allié sur tout le week-end, quoi. Donc, le virus social, c'est ce que je voulais dire, quoi. Mais j'aime beaucoup le virus social. On dit souvent qu'une personne négative te tue une équipe, mais à l'inverse, Ouais. ouais. Clairement. Et dis-moi, est-ce que on va reprendre les questions auxquelles on Le avait fil. pensé. Oui, Le Lydia fil, commence à avoir de mais, l'urticaire. On a vu, on a mais, vu. mais c'est Vous allez non, reprendre le fil, Pierre Landy. mais je le reprends. Mais justement, selon toi, dans le sport, est-ce que ça permet de transformer la motivation, d'avoir voilà, des effets comme ça extraordinaires? Donc, tu parles le sport par rapport à une entreprise. Qu'est-ce qui peut apporter? Ouais, Ok. Et pour moi, dans le sport, on se sent, quand on démarre surtout le sport,
on ne sait pas de quoi on est capable. J'ai l'exemple tous les jours à la salle de sport, des gens qui rentrent, je leur présente justement ce fameux WOD au tableau avec l'objectif qu'il y a. Et la première réaction, c'est «Oh, mais moi, je ne sais pas faire ça». Et je leur dis «Très bien, je vais t'accompagner, je vais t'adapter et tu verras que tu arrives à faire ça». Et à la fin de la séance, ils me disent tous «Oh là là, je ne pensais pas réussir à faire ça». Très bien, on a gagné, puisqu'on a fixé un objectif, ils l'ont réussi, donc ils se sont motivés. Et ça, si tu reprends le même parallèle avec une entreprise où tu leur fixes un objectif qui au départ va être challengeant mais atteignable, il ne faut pas avoir peur de démarrer toujours avec des objectifs atteignables, dans le sens, on reparlait de la négociation tout à l'heure, mais là, toujours valider les bases de la pyramide sur réussite, réussite, réussite. Ok, tu as réussi ça, de plus en plus dur. Maintenant, on va aller en haut. Si on fait un parallèle aussi, c'est comme un peu les jeux vidéo. On est la génération, on va dire Mario, un peu Mario, Zelda, un peu les jeux vidéo à l'ancienne. Eh les mondes, ils étaient difficiles de plus en plus. Si déjà le premier monde, il était trop dur, on arrêtait de jouer aux jeux vidéo. Mais là, il faut que le sport et l'entreprise soient un jeu et qui nous amène vers cette dynamique positive et cette chose un peu, cette mentalité un peu de gagnant. Ok, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de recommencer, mais je vais finir par gagner. On n'a pas réussi à faire du vélo la première fois, eh bien, on ne va pas réussir dès la première fois tout ce qu'on entreprend. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, félicitations à eux, mais pour le coup, je dirais qu'ils ne se sont pas assez challengés pour voir où est leur limite de plein potentiel. Mais quand tu donnes des goals à quelqu'un, on te dit souvent, il faut donner des smart goals. Et, Ouais. et quand on parle de smart, on dit ça veut dire spécifique, mesurable, mais le A, c'est atteignable. Et en fait, peu à peu, bah, tu les montes évidemment ces goals, mais effectivement, il faut donner des goals atteignables qui sont réalistes. Et puis après, la fois suivante, tu les montes, tu montes d'un niveau, comme tu dis, dans le jeu vidéo. Et tu vois, ça m'est arrivé un peu de faire j'aime pas trop cette expression, mais de la manipulation sociale, dans le sens où je vais te donner un objectif, Pierre, qui est clairement au-dessus, tu vois, mais qui peut paraître quand même atteignable en fournissant tous les gros efforts. Et dans un papier, à côté, je vais marquer mon vrai objectif pour toi, tu vois. Et en fait, bam, je te balance l'objectif, tu l'atteins pas. Tu as une situation un peu d'échec parce que tu te dis, mince, j'ai pas réussi à faire ce qu'il m'a dit. Et là, je viens de te voir à la fin, quand tu es allongé par terre, tout transpirant et oh là là, oh, je n'ai pas réussi et tout ça. Et je te montre le vrai objectif que tu as largement dépassé. Tu vois, et tu vois, en fait, Pierre, je t'aurais donné ce premier objectif, peut-être que tu te serais arrêté que là, par accomplissement du devoir accompli, ou etc. Alors qu'en fait, tu peux pousser tes capacités un peu plus haut. Et à contrario, je pense aussi qu'en tant que leader, qu'en tant que coach, quand tu te trompes, quand je me trompe personnellement, j'ai pas peur de dire écoute, Pierre, je me suis trompé sur ton objectif, c'est ma faute, j'en assume les responsabilités. Par contre, la prochaine fois, quand on va travailler ensemble, on va réussir à faire, on va se relever un peu de cette chute ensemble. De montrer aussi que la personne au-dessus de nous est humaine et a le droit à l'erreur, se pardonne sa propre erreur. Ça permet facilement aussi de dire ah, bonjour Thomas, je suis désolé, aujourd'hui j'ai perdu 2 millions d'euros dans un trade. La prochaine fois, je le rattraperai, quoi. Est-ce que c'est un bon parallèle? Je ne sais pas si vous approuvez ma métaphore. En tout cas, on va essayer. Celui qui perd 2 millions d'euros dans ton équipe, je suis pas sûr qu'il va y rester très longtemps, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Alors, Thomas, une dernière question avant la chronique d'Audrey. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire un petit peu plus rapide pour la suite de l'émission, Thomas. Oui. Tu parles beaucoup de leadership dans le sport. Alors, comment, selon toi, on peut le développer dans sa vie professionnelle? Est-ce que tu as des tips à donner? Alors, personnellement, je dirais que c'est toujours vouloir devenir meilleur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent devenir moins bon. On est les premiers aussi à tous vouloir trouver la fontaine de jouvence, à être jeune éternellement. Mais pour être jeune éternellement, il faut être en forme éternellement. Et il faut suivre la mise à jour de notre monde, que ce soit dans le numérique, dans la tech et tout ça. Et donc, je pense que notre cerveau, c'est un mélange un peu de tout ça. Donc, il faut se mettre à jour. Il faut rester en forme physiquement parce que, encore une fois, on va avoir du mal en tant que coach à écouter le coach qui est assis sur sa chaise, qui fume des clopes et qui est alcoolique.
Alors que si, malgré les années passent, il est toujours en forme. Par exemple, j'approche 40 ans, je m'entraîne avec des jeunes de 18 ans, et les jeunes de 18 ans, ils sont: «Oh là là, tu es encore en forme pour un vieux!» Ils m'appellent le vieux, même si je me sens pas vieux. Mais, c'est toujours beaucoup plus inspirant d'être ce leader, par exemple, de continuer. Je continue à m'entraîner, je continue à faire attention à ce que je mange, à ce que je fais, enfin, à ce que je bois, et cetera, à ce que je lis. Aussi, c'est hyper important, de montrer que qu'on n'est pas que des muscles. On souffre beaucoup de cette image, le coach sportif, mais, quelque part, je pense qu'on est peut-être plus à jour au niveau des connaissances du corps humain que pas mal de kinés, que pas mal de médecins. Et c'est pour ça de par notre réputation, on doit prouver 2 fois plus sur le terrain qu'on est à jour de nos connaissances, qu'on dit pas que des bêtises, qu'on explique, qu'on est empathique. Et par rapport au leadership, et ça prouve qu'on se remet en question, on apprend, on écoute, on n'a pas peur de dire qu'on s'est trompé. Quand, heu, quelqu'un arrive, il me dit: «Ouais, j'ai une anthésiopathie au tendon d'Achille». J'ai pas peur de lui dire: «Écoute, je sais pas ce que c'est, je vais chercher et demain on se revoit, je te fais un débrief sur ce que c'est». Et tout comme, j'ai le syndrome, du TFL, de l'essuie-glace. OK, je sais ce que c'est, tu as tel et tel exercice à faire. De montrer qu'on a quand même du bagage et on n'est pas fermé à en apprendre encore plus tous les jours, quoi. Et Merci, Thomas, je merci voulais Thomas. juste pardon, Aline, de te couper, je voulais juste rebondir là-dessus sur le je sais pas. En fait, c'est assez fort, même j'ai des retours de clients moi qui me disent ça justement, qu'il y a beaucoup de gens qui tout de suite vont dire je sais, et en fait perdent en crédibilité ensuite. Alors ce que tu viens de dire dans ton domaine justement, ça s'applique aussi à l'entreprise. Parfois un je sais pas, je reviens vers toi plus tard, il peut être beaucoup plus fort, et justement on gagne en crédibilité justement en disant j'ai besoin d'un petit peu de temps pour revenir vers toi. Et moi, j'ai des clients qui m'ont fait des retours comme ça de candidats qui ont considéré ça comme des forces. Donc, je me permets de faire le parallèle avec l'entreprise du coup. Merci. Merci à toi. Eh bien, on va poursuivre avec la chronique d'Audrey, si vous voulez bien, et si notre DJ est prêt pour lancer le jingle. Get the fever. Merci Pierre. Alors, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle chronique. Pour moi, je vais toujours vous parler de recrutement parce que c'est mon métier et que j'adore ça. Et pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, j'avais envie de revenir encore une fois à mes premières amours, c'est le storytelling du recrutement, mes histoires de recrutement. Mais cette fois, on ne va pas parler d'un candidat. Non, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un recruteur, un très bon recruteur pour le coup, qui est l'un de mes clients. L'histoire, elle se passe dans une grande société internationale dont je tairai le nom. Pour le coup, le contexte, c'est un directeur fiscal qui cherche à recruter un fiscaliste senior, 7-8 ans d'expérience à peu près, exclusivement sur le périmètre international. Quand j'ai le brief, tout va bien. C'est clair, précis, carré. J'aime bien quand ça démarre comme ça. Donc moi, je commence ma chasse plutôt confiante avec plein de candidats à contacter. Mais assez vite, je me rends compte que quelque chose ne colle pas. Les candidats que je contacte me disent tous la même chose. Bon, l'international, c'est passionnant, j'adore ça, mais j'aimerais bien garder une partie un petit peu quand même sur le périmètre français, en fiscalité française. Certains avaient peur de trouver ça frustrant de ne faire que de l'international. Alors pourquoi? Parce que pourquoi me disaient qu'ils craignaient de faire uniquement du pilotage de cabinet d'avocats à l'étranger, de puiser être vraiment les mains dans le cambouis, d'être un peu le passe-plat, comme on dit souvent voilà, dans le milieu juridique aussi. Donc vraiment être très opérationnel, être impliqué dans l'analyse, les décisions, les contrôles fiscaux, le conseil aux équipes. Et surtout, il ne voulait pas perdre la main sur un pan important de la fiscalité. Donc là, je parle technique, mais ça va faire écho, j'imagine, à d'autres personnes dans d'autres domaines. Ils voulaient vraiment garder des compétences qu'ils avaient développées. Alors forcément, quand je leur proposais le poste, même si j'étais extrêmement enthousiaste, j'avais le sourire, et Thomas, tu le disais, c'est important d'avoir le sourire. Pour le coup, c'est communicatif. Eh ben, malgré ça, il y en a plein qui me disaient, non, Audrey, bon, ça a l'air chouette, mais c'est pas pour moi. Et évidemment, c'est ajouter un deuxième obstacle parce que dans le recrutement, sinon ce n'est pas drôle, pour le coup, la rémunération. J'avais des candidats parfois qui avaient le bon niveau d'expérience, mais pas la bonne rémunération.
Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai compris que c'était une mission un peu compliquée, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je suis allée voir mon client, le directeur fiscal, et j'ai dit ce que, à mon sens, je devais faire, c'est-à-dire j'ai dit la vérité, tout simplement. Je lui ai dit, écoutez, je ne trouve pas avec les sujets de rémunération, pas avec un périmètre hyper international. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que à ce stade, je n'ai pas trouvé et j'ai envie de vous trouver quelqu'un. Et c'est là que j'ai trouvé le positionnement du directeur fiscal, donc mon client, vraiment remarquable. Au lieu de se camper sur sa fiche de poste, parce que parfois c'est le cas, hein, ils me disent non Audrey, ça existe, on continue, puis ça dure des mois, tout le monde s'essouffle pour le coup. Là vraiment il a fait ce qu'il fallait, je pense. Il m'a écouté, donc déjà je le remercie. Pour le coup, il a pris le temps de, voilà, de comprendre les retours du marché aussi, et il a su décocher quelques cases de sa fiche de poste, du profil idéal qu'il voulait. Donc sur la rémunération, il m'a dit, bon là c'est fichu, j'ai tel budget, on ne pourra pas aller au-delà, donc on va respecter évidemment ce qu'il m'a dit. Mais sur le périmètre, je trouve qu'il a été vraiment très malin, il a élargi en fait justement, et il a réfléchi à ce qui était bon pour son équipe. Il s'est dit, voilà, que réintégrer une personne sur la fiscalité, donc sur un périmètre un peu plus large que ce qu'il avait prévu, ça avait du sens. Déjà, ça lui permettait d'avoir un relais supplémentaire sur des sujets spécifiques dans son équipe, donc vraiment super bien pour le coup. Et ça permettait aussi d'attirer des bons candidats, ceux qui m'avaient tous dit non avant, pour le coup. Donc ça a vraiment été vraiment bien, parce que le résultat, c'est qu'on avait un poste plus riche, plus cohérent dans son équipe, plus attractif. Et c'était, je pense, très très bien de sa part. Et à partir de là, tout s'est accéléré. J'ai pu recontacter les anciens profils, en contacter de nouveaux. Il y en a qui sont venus du secteur différent aussi. Et avec des gens, voilà, très motivés pour ce poste beaucoup plus complet et beaucoup plus large. Et là encore, le directeur fiscal, il a joué le jeu. Il a accepté de revoir sa copie, de rencontrer des candidats qui ne cochaient pas toutes les cases aussi, mais qui justement avaient ce petit plus. On aime bien en parler, voilà, ce petit plus, ce potentiel pour le coup, cette vision et cette envie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que le pari, là, ça a payé. Alors bien sûr, quand même, petit avertissement pour mes confrères recruteurs et pour mes clients, faire évoluer une fiche de poste. Je suis entièrement d'accord, et là, ça a marché. Mais s'il vous plaît, pas tous les 4 matins, parce que j'ai des clients aussi qui se disent, ah bah tiens, je rajouterais bien telle langue, du chinois ou de l'italien, ou voilà. Et en fait, c'est vraiment compliqué, parce que là, complexifie totalement la recherche. Parce que quand poste change de périmètre tous les mois, qu'on rajoute des critères, ça devient vraiment illisible. Et le marché le remarque, c'est-à-dire que les candidats le voient, et ça finit par donner une mauvaise image de l'entreprise. On se retrouve avec une offre sur les sites internet, justement, qui traîne depuis des mois, et là, tout le monde se dit, il doit y avoir un problème. Et même un candidat qui serait très bien pour le poste ne postule plus, ou quand on lui propose le poste, dit non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc quand la réflexion elle est menée tôt, avec un vrai dialogue entre le recruteur et le client, c'est vraiment une force à mon sens. Vous l'avez compris, j'ai adoré ce recrutement. Donc un client qui a été à l'écoute, qui est pragmatique, qui sait ce qu'il veut, mais qui accepte aussi que le marché, parfois, il ait son mot à dire, c'est vraiment, je pense, la bonne posture à avoir. Parce que le profil idéal, j'en parle souvent, il n'existe pas toujours pour le coup. Ce qui compte, c'est d'identifier la bonne personne avec le bon potentiel au bon moment pour ce poste-là. Et pour conclure, et ça je pense que Lindia et Pierre qui me connaissez, vous savez que j'adore les citations, donc j'en ai une pour cette reprise pour le coup, qui n'est pas une des miennes bien entendu. C'est aujourd'hui Charles Darwin que j'ai envie de citer, et je trouve que sa citation, elle s'applique parfaitement au recrutement. Charles Darwin, il a dit, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte, pardon, le mieux au changement. Et je crois que ça vaut aussi bien pour les entreprises, les directions juridiques et fiscales, et j'en suis certaine pour le sport aussi. Formidable, bravo Audrey, tu mets la barre très haut sur les chroniques de la saison 11. Merci beaucoup. C'est Merci. tellement vrai, cela dit, ce que tu dis, Oui. parce que il y a tellement en plus de gens qui cherchent le mouton à 5 pattes. Mm. euh, et voilà, il faut s'adapter à. Enfin bon, bref, je suis totalement d'accord. Alors Thomas, on va revenir avec toi pour la fin de l'émission et je me permets Audrey de te voler ta dernière question. Tu portes la casquette de coach leader, Thomas. Tu portes aussi la casquette de manager. Tu as donc toutes ces casquettes-là pendant 1 heure avec tes clients, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Je dirais pendant 1 heure, voire même toute la semaine, puisque les gens ils reviennent plusieurs fois par semaine. Et c'est, je dirais, la plus grosse casquette au final, c'est plutôt le manager que le coach. Parce qu'en fonction des humeurs, on doit coacher différemment, en fonction des capacités des bobos de chacun, on coach différemment.
Donc, c'est important d'avoir cette multicasquette, d'être un peu, je suis le caméléon de mon entreprise en soi, hein, parce que je suis aussi coach, manager de mes adhérents, mais j'ai aussi d'autres coachs. J'ai aussi un management qui est très délicat, parce que je travaille avec ma femme. Et quand il y a l'affect qui rentre au milieu, c'est toujours délicat, surtout quand on veut le mieux possible pour tout le monde, mais que des fois, il faut mettre un coup de pied au cul à quelqu'un, c'est pas forcément facile. Donc ouais, c'est un peu dur. Mais je dirais que quand, quand en gros, j'accepte, dans ma tête, tout le monde est débutant à chaque fois. Tout le monde est à chaque fois sur une nouvelle journée, une nouvelle prise de conscience. Ok, Pierre, il passe la porte, c'est la première fois qu'il passe la porte aujourd'hui. Avec expérience, je sais que s'il est en forme ou pas avec son regard, son attitude, etc. Mais c'est comme si j'avais rien fait quand il a passé la porte. Il ouvre la porte, ok, il a telle et telle démarche, il a tel sourire, il a dit bonjour à telle personne. Je sais qu'il va bien, je sais qu'il va pas bien. Mais ça, c'est assez général. J'aime bien un peu la série Lie to Me. Je sais pas si ça vous parle. C'était un monsieur qui décriait les expressions, oui, décryptait, pardon, les expressions faciales des gens en fonction de leurs mensonges et tout ça. Et le corps, il est tellement expressif par rapport au langage que je dirais que je suis manager lecteur de corps humain plutôt que chose. Et en fonction de ça, ben après, j'adapte la direction qu'on veut donner en fonction du vent, si on doit être un marin. Ouais. Dites-moi. Alors, la suite, une toute dernière question, Pierre, pour Elle est terminer cette émission. toute petite, ouais, toute petite, Thomas. Bon, on a tous compris, il faut aller faire du sport, on en fait tous, et il faut en faire. Mais bon, imaginons, tu as une semaine d'enfer au bureau, tu ne vas pas pouvoir aller au sport, hein, tu es coincé parce que tu fais une grosse acquisition ou le recrutement de ta life ou tu animes un séminaire pendant une semaine en visioconférence pour l'India, que sais-je. Tu n'as Pas pas en le temps d'aller visio. à la salle de sport. Est-ce que tu as un petit exercice à nous conseiller qu'on peut faire depuis notre bureau en journée pour bouger, même quand on n'a pas le temps d'aller à la salle de sport? Qu'est-ce qu'on peut faire de pratique, voilà, Alors, Et qu'on va faire là tout de suite et maintenant, qu'on tout de va suite. faire là tout de ok. suite Je maintenant? vais, je vais d'abord répondre sur quelque chose. Il y a ceux qui se trouvent des excuses et ceux qui trouvent des moyens de le faire. Donc ça, c'est une vraie phrase de coach sportif, mais en même temps, elle est assez véridique dans ce que tu veux. Tu n'as pas eu le temps de faire ta séance de sport, mais tu as passé 1 heure sur Instagram. Chacun a ses priorités. Maintenant, je te connais ton professionnalisme, Pierre. Tu n'as vraiment pas eu le temps parce que tu as commencé à bosser à 7 heures le matin. Tu rentres, il est 23 heures. Et il y a des exercices, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, ce qu'on appelle les exercices primitifs. Quand on appelle ça aussi un peu archaïque. Et on a 2, 3 stimulations sensorielles à faire qui vont nous stabiliser, nous remettre dans un cocon avec notre propre corps humain, plutôt qu'avec tout ce qui nous entoure, et en plus nous faire du bien, que ce soit au dos, aux Dis-nous, jambes, dis-nous. à la tête. Déjà, en 1, la première chose qu'on a tous oublié, c'est comment respirer, tout bêtement. Je pense que dans la prise de parole aussi, ça doit y être. Ah ben, s'il y a une baguette magique, c'est bien celle-là. Ouais. Bien sûr, c'est l'instrument dont enfin, 80% des gens ne savent pas s'en servir quand même, hein. Ouais. Ça prend, on va dire, 2 minutes déjà, Pierre. Tu fermes les yeux, tu te mets un cocon auditif pour entendre que tes poumons. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Déjà, quand on donne cet exercice, peut-être 80% des gens arrivent à s'endormir rien qu'avec ça. Bon, ce n'est pas le but puisqu'on est en train de faire du sport. Mais au moins, il y a une reconnexion et il y a une bascule du système sympathique à parasympathique. Enfin bref, il se passe tellement de choses dans notre corps que c'est hyper important. Une fois qu'on a fait nos respirations, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique du coaching sportif. Juste, je vais me mettre à bouger toutes mes articulations, l'une après les autres, dans leur amplitude complète. Mais on va commencer, on est un peu primitif, on va commencer du haut vers le bas pour avoir un schéma de déroule. Eh bien, je vais faire peut-être juste des ronds de tête, 10 ronds de tête dans un sens, 10 ronds de tête dans l'autre. Ensuite, pareil, l'articulation d'après, c'est les épaules.
Après les épaules, c'est le dos. Mais du coup, là, je ne peux pas vous montrer. Je fais un espèce d'arrondi. Je rentre mon dos, je déplie mon dos. On appelle ça enroulé, comme quand on va toucher ses pieds. Les plus souples, ils iront toucher ses pieds. Les autres, ils vont toucher leurs genoux. On s'en fiche en soi. On a bougé dans notre amplitude. Après le dos, je fais un petit twist. Ça te parle un peu, Pierre, toi qui es un fin danseur? J'écarte les pieds plus larges que les épaules et je vais faire des ronds de bassin dans un sens, des ronds de bassin dans l'autre. Je descends d'un cran, je serre mes pieds, je serre mes genoux. Je fais un peu l'échauffement de Popeye dans les bronzés fonds du ski. 10 tours de genoux dans un sens, 10 tours de genoux dans l'autre. Je termine avec mes chevilles. Déjà, presque rien qu'avec ça, j'ai balayé mon corps. Je me suis reconnecté avec mon corps. Et après, personnellement, quand je suis pas mal en séminaire et tout ça, que j'ai pas eu le temps, dans ma chambre d'hôtel, ça prend 8 minutes. Je fais 10 fois, je monte en marchant sur le lit, je descends en marchant du lit, et peut-être 10 abdos ou 10 pompes. Et pendant 8 minutes, je tourne autour de ces 10 montées de lit, 10 abdos ou 10 pompes. 10 montées de lit, 10 abdos, 10 pompes. Ça m'a pris littéralement 10 minutes d'exercice, 3 minutes de respiration, 13 minutes. Des fois, il me faut moins de temps pour me doucher, quoi. Donc, c'est Voilà. possible pour tous, on est d'accord. Et Possible. moi, je dis souvent de travailler son ancrage, tu sais, le fait d'être Oui, c'est vraiment bien. enraciné dans le sol avec la respiration pour nous élancer et nous donner une véritable posture. Enfin, c'est vraiment, c'est un outil, la respiration. Et puis, comme tu le dis, bien sûr qu'il faut s'en servir, il ne faut pas attendre sa séance de sport pour ne serait-ce que s'étirer, ne serait-ce que respirer. Et on en a tous besoin. Merci beaucoup, Thomas. Et tu Merci voulais. Thomas. Et Lindia, oui, je voulais juste rajouter quelque chose, moi, un conseil qui m'a beaucoup servi faisant écho à ce que tu disais, Thomas. C'est vrai qu'on a tous des agendas ultra compliqués et il y a un conseil qui m'a été donné par mon directeur, Yann, que tu connais, Pierre, qui m'a dit, quand tu as dans ton agenda une séance de sport, même si tu as une urgence au travail, considère que c'est un rendez-vous à absolument euh, honorer, pour le coup. Et même si tu as une urgence, et c'est vrai que je m'applique, c'est un ancien athlète, Thomas, donc c'est peut-être aussi pour ça que du coup, il Mais, s'applique ça. Mais je sais que moi, ça a été un très bon conseil à me donner. je Et suis même quand j'ai entièrement des d'accord. urgences, voilà, en perso, en pro, le Mais, sport, mais, c'est noté dans l'agenda et Et, j'hésite pas. Mes cours de sport sont notés dans l'agenda. Enfin, tu Ouais, vois, c'est fait partie de la journée, en mm, fait. Et c'est comme ça. exactement. C'est pas, si tu veux vraiment t'y tenir, faut que ça soit un rendez-vous de la journée comme le reste. Je suis entièrement d'accord. je vais rebondir sur ça. Là, du coup, c'est le coach sportif qui parle et aussi le chef d'entreprise. Quand je fais mes scripts de vente, en gros, qu'est-ce qui est plus important, d'investir dans son entreprise ou d'investir dans son propre corps? Parce que notre corps, il sera là toute notre vie. Notre entreprise, pas forcément. Et c'est hyper important d'avoir son heure à soi. On a tellement de choses, surtout quand on arrive à un certain âge, père ou mère de famille, chef d'entreprise, manager, etc. C'est hyper important de se connecter avec soi, minimum, je dis minimum tous les jours. Et certains, oh, tu fais du sport tous les jours? Oui, mais Pierre, tu fais du sport tous les jours. Tous les jours, tu as une heure où tu es actif et tu as peut-être 15 autres heures où tu es assis derrière un ordinateur ou assis en voiture, etc. Une heure avec son propre corps, c'est le rendez-vous immanquable. Moi, pour votre santé, et vous allez voir que vous êtes tellement mieux dans la tête, tellement plus efficace. Ah Ça, c'est oui, indéniable. beaucoup plus énergique, tout à gagner. C'est une Tout belle à gagner. conclusion. C'est une belle conclusion, parfait. Mais la barre est haute, hein, la barre est haute avec le CrossFit, avec le sport, avec la respiration, avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir partagé Lydia. avec nous cette émission, cette première émission de l'année. Merci Audrey, merci Pierre. On était ravis de vous retrouver sur le plateau. On se retrouve dans 15 jours. Ça sera la surprise. On ne vous dit pas qui est l'invité. Vous allez le découvrir. Et je vous en dis pas plus. Merci à tous et très bonne journée. À Merci bientôt. Thomas, merci à Merci tous. Thomas, merci à Merci à tous. tous. Prenez soin de vous. Et jingle. See the money won't stay, feed me